Voici un film sur des femmes qui attendaient une fille et ont dû avorter. Des hommes qui ne trouvent pas d'épouse. Des filles qui ont été enlevées. Et des parents désespérés. Ce phénomène apparu voici plusieurs dizaines d'années a des conséquences dramatiques. En Asie, il manque aujourd'hui près de 200 millions de femmes. En cause, les avortements sélectifs. Pour les uns, c'est un problème social et politique. Pour les autres, un marché juteux. Lisez ça, cet enfant a disparu. Tenez, madame, c'est une fillette de Sanre. Guangxi, une province du sud de la Chine. Pan Jindong et Ruai Zhen cherchent leur fillette de 3 ans, Pan Xiaotin, disparue il y a 1 mois sans laisser de traces. Ce jour-là, la fillette jouait devant la maison quand, soudain, elle s'est volatilisée. Quand la nuit est arrivée, on a continué nos recherches. Toute la nuit, puis les jours suivants, et les nuits suivantes, en vain, 5 jours et 5 nuits. sans interruption. Il ne reste aux parents que des souvenirs et des photos des jours heureux. Elle était encore toute petite. Regardez ses jolis yeux. Je n'ose même plus la regarder. Elle est si mignonne. Tu Yin connaît beaucoup de parents désespérés. Il travaille pour une association humanitaire qui compte aujourd'hui 200 000 bénévoles dans toute la Chine, engagés dans la recherche de fillettes disparues comme Pan Xiaotin. En Chine, l'enlèvement de petites filles n'a rien d'exceptionnel. C'est même assez fréquent, car marier son fils est devenu très coûteux. Le mari doit verser à la famille de l'épouse une somme conséquente. Donc, dans certaines régions, comme au Fujian, il y a des parents qui achètent une fillette et l'élèvent avec leur fils. Et quand les 2 enfants sont adultes, ils les marient. Le pays le plus peuplé du monde compte bien plus d'hommes que de femmes. Dans certaines provinces chinoises, on recense jusqu'à 135 garçons pour 100 filles à la naissance. C'est le résultat d'une expérimentation politique lancée il y a plusieurs décennies à l'autre bout de la planète. Les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le miracle économique. Le niveau de vie des Américains ne cesse de s'améliorer. Leur seule crainte est que la prospérité prenne un jour fin. En cause notamment, la forte croissance démographique des pays en voie de développement que les Occidentaux perçoivent comme une menace. Un nouveau mouvement se forme. Des Américains aisés se rassemblent pour enrayer la natalité galopante dans le monde. C'est le sujet d'étude de Matthew Connelly, historien à l'université new-yorkaise de Columbia. Il retrace en détail les débuts de ce mouvement
et analyse ses répercussions aujourd'hui. Le mouvement du contrôle de la population a de nombreux pères, et pas de nombreuses mères. C'étaient principalement des hommes issus d'horizons différents, des scientifiques comme l'illustre démographe Frank Nottstein, des industriels comme John D. Rockefeller III. Tous possédaient une fortune colossale et souhaitaient soutenir cette cause. C'étaient surtout des hommes riches qui détenaient l'argent et le pouvoir. Ces hommes se considèrent comme des bienfaiteurs et veulent éradiquer la pauvreté dans le monde en créant des fondations telles que le Conseil de la population. Le Conseil de la population se sentait investi de la mission de contrôler la croissance démographique, mais aussi d'améliorer la qualité de la population. Son objectif affiché était de diminuer le taux de fécondité des peuples qui pourraient un jour dominer le monde si on ne faisait rien pour réduire leur prolifération. Cela visait en particulier les personnes qui, aux yeux de l'organisation, faisaient de mauvais parents et mettaient au monde toujours plus d'enfants pauvres. Les riches Américains investissent des millions dans des projets de contrôle de la population mondiale. Leurs fondations existent encore aujourd'hui. La Fondation Ford, la Fondation Rockefeller, le Conseil de la population. Ils instillent la peur d'une explosion démographique aux quatre coins du globe. Le catalyseur de leurs idées est un best-seller international paru en 1967, La bombe P. Son auteur, le biologiste Paul Ehrlich, écrit « La croissance démographique est un cancer. Nous ne pouvons plus nous contenter de traiter ces symptômes. Nous devons retirer la tumeur. Le contrôle de la population est la seule réponse possible. » Les politiques suivent le mouvement. Le président américain Lyndon B. Johnson impose des conditions à l'aide au développement, l'une d'elles étant que le pays bénéficiaire réduise sa population. À l'époque, l'Inde est frappée par la sécheresse et la famine. Le président des États-Unis appelle son ministre de l'Agriculture. Then you just put down this morning instructions to all your people that the president says any future allotments, he wants to know what we give, and Exhibit A, he wants to know what we get. So let's evaluate that too, and I know the first sentence will be, we feed a lot of hungry children. I know that, so I don't need to be told. But just tell me what else we get out of it. Usually we just get kicked in the pants. That's what she does to us. Les Américains stoppent leur livraison de produits alimentaires jusqu'à ce que la présidente indienne, Indira Gandhi, se plie à leurs exigences. Pendant que l'économie était en plein boom en Amérique et en Europe, nous avions faim. Donc nous sommes allés les voir en tendant notre écuelle et ils nous ont dit « On vous accordera une aide alimentaire à condition que vous réduisiez votre population. » Bref, alors que nous demandions de l'aide, les Américains essayaient de nous vendre des programmes de contrôle démographique. En clair, celui qui n'obtempère pas est condamné à mourir de faim. Cela signifiait que l'Inde devait adopter de nouvelles méthodes de contraception, comme le stérilet par exemple, qui n'étaient pas sans risque pour les femmes. Le gouvernement devait se fixer des objectifs et prendre des mesures incitatives pour que les gens acceptent de limiter la taille de leur famille. Sinon, ils mourraient de faim. Mais il y a des résistances. Comme l'Inde, de nombreux pays se sont libérés du joug colonial quelques années plus tôt. L'aide au développement offerte par l'Occident suscite de la méfiance. Ainsi, dans les archives de la Fondation Rockefeller, on peut lire « Ces pays qui ont aujourd'hui le sentiment d'être victimes de discrimination politique et économique accueillent avec défiance les idées des grandes nations qui détiennent le pouvoir. L'aide étrangère est vue potentiellement et à juste titre comme l'un des instruments les plus puissants de l'impérialisme moderne. » Les Nations Unies doivent aider les pays en voie de développement à ne plus craindre une mainmise de l'Occident. En 1969, une agence dédiée au contrôle démographique est créée, le FNUAP,
le Fonds des Nations Unies pour la population. Par ce canal, en apparence neutre, les gouvernements occidentaux injectent des millions de dollars dans les pays en voie de développement pour le contrôle des naissances. Après les États-Unis, les principaux donateurs sont la Suède, la Norvège, le Canada et la Grande-Bretagne. Au cours des années suivantes, les agents du planning familial partent à la conquête du tiers-monde. C'est un énorme test in situ, avec un objectif clair, inciter les habitants à faire moins d'enfants. La Corée du Sud aujourd'hui. Plus de 50 ans après la fin des hostilités, des monuments rappellent toujours la guerre de Corée. À l'époque, le pays est dévasté. Dès le début, les Américains l'aident à se reconstruire, tout en poursuivant leurs objectifs en matière de contrôle des naissances. Il y a peu de pommes de terre. C'est à cause de la sécheresse. Il faudrait qu'il pleuve. Là, j'en ai une belle. Il fait vraiment chaud, nous reviendrons plus tard. Ces 4 Coréennes ont vécu la guerre. Elles ont grandi dans un village à 200 km de Séoul. Elles s'y sont mariées, ont eu des enfants et ont été les cobayes du contrôle de la population. Im Sun-hee se souvient. À cette époque, nos mères avaient encore beaucoup d'enfants. Notre génération a eu 3 enfants en moyenne. Et puis dans les années 1970, ça a été la campagne des 2 enfants maximum. En 1962, le président Park a introduit la planification familiale. Il voulait réduire la population par le contrôle des naissances. Il a déclaré que la nation était trop peuplée, notre pays trop petit pour tant de personnes. Les gens du planning familial ont montré aux habitants du village des diapositives d'un pays riche et fort et nous ont comparés. Ils nous ont dit que nous étions trop nombreux et donc pauvres et que nous devions limiter les naissances. Des voitures venaient avec des gens qui expliquaient le contrôle des naissances. Ils donnaient aussi des préservatifs. C'était comme ça à l'époque. Kim Dae se souvient des agences occidentaux du planning familial. En collaboration avec le gouvernement sud-coréen, ils forment à l'époque des milliers d'auxiliaires de santé qui sillonnent le pays et obligent les couples à utiliser des moyens de contraception. Ces derniers sont distribués au grand jour, chose jusque-là impensable en Corée du Sud, comme dans d'autres parties du monde. En 1962, j'avais 22 ans. À l'armée, on m'a appris à enseigner l'utilisation du préservatif. J'étais chargée dans mon village de former des jeunes filles à être assistantes familiales. Elles étaient ensuite envoyées un peu partout et devaient apprendre aux hommes à se servir d'un préservatif. L'Occident donne des bus et des jeeps qui sont transformés en cliniques mobiles. La mission principale de ces équipements n'est pas de dispenser des soins. Le Conseil de la population confie une tâche bien précise au ministère coréen de la Santé. Ces véhicules doivent contribuer à améliorer le niveau de vie des Coréens en s'attaquant énergiquement au problème de la croissance excessive de la population. Le gouvernement a déclaré que nous devions faire moins d'enfants. Nous nous y sommes tenus. Les femmes ont avorté. Nous pensions que c'était la bonne chose à faire et nous l'avons fait volontairement. Il suffisait d'aller les voir et de dire « je veux avorter » et c'était fait. Au service de santé, ils nous encourageaient à avorter.
Vous n'aviez même pas besoin de venir avec le père de l'enfant. J'ai avorté une fois et j'ai eu 3 fils. L'avortement est érigé en devoir civique. En principe, il n'est autorisé que dans des cas exceptionnels. Mais la priorité du gouvernement est de faire baisser le nombre des naissances. Partout dans le pays, des films de propagande répandent l'idéal de la famille à taille réduite. Les Indiens, eux aussi, doivent faire moins d'enfants. À partir de 1956, des cliniques mobiles se rendent dans les villages les plus reculés du sous-continent. Elles sont fournies par l'IPPF, la plus grande organisation privée du monde pour le planning familial, financée en bonne partie par des fonds occidentaux. En Inde, on recense bientôt plus de 40 000 centres de planning familial en milieu rural, près de 1800 bureaux en ville où l'on prépare les campagnes d'information, environ 800 cliniques mobiles et une armée de 400 000 bénévoles. Pour rallier l'élite du pays, les fondations Ford et Rockefeller donnent de l'argent aux universités et aux hôpitaux. Elles sont en terrain conquis. La classe dominante indienne partage leur peur d'une invasion de pauvres. Avant 1947, déjà, l'un des principaux partis du pays, le Congrès national indien, avait un comité qui étudiait les questions démographiques. Une fois que l'Inde est devenue indépendante, il a estimé qu'il fallait trouver des solutions. À ses yeux, le problème était non seulement que la population indienne augmentait rapidement, mais aussi que les mauvaises personnes faisaient trop d'enfants. À l'époque, l'Inde ne prend pas encore de mesures concrètes. Mais la situation change avec l'arrivée des contrôleurs des naissances occidentaux. Parmi eux, un médecin américain qui joue un rôle sans précédent dans le développement de la contraception, Sheldon Seagull. L'une des fondations américaines, le Conseil de la population, l'envoie à New Delhi. Dans le plus grand hôpital public de la ville, il crée un service dédié à la mise au point de contraceptifs modernes et forme des étudiants indiens à la médecine reproductive. Comme l'historien Matthew Connolly le découvrira plus tard, Sheldon Seagull fait entrer clandestinement des stérilets en Inde et les déclare aux douanes comme décoration de Noël. À l'insu du gouvernement, il les pose sur des femmes. Pour le moment, je donne les stérilets dont je dispose à des médecins privés. Nous en expérimentons aussi quelques-uns sur des guenons. J'estime qu'il vaut mieux rassembler discrètement des données avant de réclamer leur distribution dans les hôpitaux publics. Je ne veux pas en faire la demande à la ministre de la Santé. Elle pourrait refuser, ce qui nous mettrait dans une situation délicate, vu que nous menons des expériences sur des personnes. Ce qui leur plaisait avec le stérilet, c'était qu'on l'insérait directement dans le corps de la femme. Ils se disaient qu'ensuite, celle-ci finirait peut-être même par l'oublier. Et à leurs yeux, c'était une bonne chose, parce qu'elle cesserait de faire autant d'enfants. La pose de stérilets s'étend à d'autres pays en voie de développement. Mais il y a souvent de graves complications, parfois même des décès. Des documents révèlent l'usage de stérilets non stériles. De moins en moins de femmes acceptent ce moyen de contraception. Les archives de la Fondation Ford indiquent que les tenants du contrôle des naissances envisagent désormais des méthodes plus radicales. Par exemple, asperger des produits de stérilisation par avion ou les mélanger à l'eau potable. Ils songent même à promouvoir l'homosexualité et à instaurer un impôt sur les enfants.
les agents du planning familial commencent par fixer des objectifs annuels et verser des primes aux médecins et aux infirmières. Les femmes obtiennent une récompense lorsqu'elles se font stériliser ou poser un stérilet. Elles reçoivent une somme d'argent équivalente à 1 mois de salaire d'une ouvrière agricole. Les gens recevaient de l'argent des États-Unis, des Nations Unies, de Suède ou de Norvège pour accepter la stérilisation ou convaincre d'autres personnes de s'y soumettre. Parfois même, on rassemblait les femmes et on les conduisait en camion dans des camps où elles se faisaient stériliser dans des conditions épouvantables. En 1962, Sheldon Seagull visite l'un de ces camps. Il écrit à ses supérieurs: « J'ai passé le dimanche dans un camp de stérilisation et j'ai trouvé ça fascinant. Une fois que le chirurgien a recousu le ventre des femmes, elles se lèvent toutes seules de la table d'opération et quittent la salle. Je peux sincèrement affirmer que les conditions d'opération et d'hygiène que nous observons lors de nos expériences sur les singes sont infiniment meilleures. Mais comme on dit, la fin justifie les moyens. » En Inde, la situation prend une ampleur démesurée. En 1975, le gouvernement d'Indira Gandhi force 8 millions de femmes et d'hommes à se faire stériliser. Un nombre terrifiant qui restera dans les annales. Bien des années plus tard, des chercheurs trouveront une méthode encore plus efficace pour réduire le nombre des naissances. Elle changera le monde et aura des effets dramatiques en Inde jusqu'à aujourd'hui. L'État du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Rajan Choudhary est militant. Il a fondé une organisation humanitaire pour sauver les fœtus de filles en Inde. Comme en Chine, les femmes sont ici bien moins nombreuses que les hommes. Dans certaines régions, on compte 120 garçons pour 100 filles à la naissance. Conséquence, dans les zones rurales en particulier, beaucoup d'hommes en âge de se marier ne trouvent pas d'épouse. Il y a combien d'hommes célibataires en âge de se marier dans ce village? On va compter. À commencer par cette maison et jusqu'au village voisin, il y a les 2 fils de Bida. Les 2 fils de Maipal, le fils de Rajpal. Ça fait 5. Munish a un fils. Et Sudhir aussi. Et il y a aussi Bani. Et puis Bani et Dayanand a 2 fils. Niwas en a 3. En tout, ça fait 23. Il y a 7 ans, c'était inimaginable qu'un homme en âge de se marier soit célibataire. Et les hommes dépriment, regardez Bani, il parle tout seul. Ça a toujours été comme ça pour Bani. Bani se parle à lui-même car il est seul. Il n'a plus personne. Il n'a jamais eu personne. Si vous passez près de sa maison, vous aurez l'impression qu'il y a 3 ou 4 personnes à l'intérieur. Mais en réalité, c'est lui qui parle tout seul. Les célibataires gaspillent leur temps. Ils ne réfléchissent pas à leur avenir. Et puis les jeunes ont tendance à boire. Si vous essayez de leur dire d'arrêter, ils vous diront qu'ils se fichent de se marier. Que ce qu'il leur faut tous les soirs, c'est de l'alcool.
Leur avenir est bien sombre. Oui, c'est malheureux. Ils boivent tous. Je ne sais pas ce que cette génération va devenir. Certains de ces jeunes étaient sur le droit chemin, mais maintenant ils s'égarent. Il y a tant de célibataires au Rajasthan que leur comportement envers les filles a changé. On constate plus de viols. Les femmes ont peur. Ces hommes s'adonnent à toutes sortes d'addictions. C'est une source d'insécurité pour les filles. Dans les villes indiennes aussi, les femmes sont en danger, car la supériorité numérique des hommes y est encore plus marquée que dans les campagnes. Sajina, 19 ans, habite dans une banlieue de New Delhi. Elle a vécu une expérience traumatisante. Elle ne se sent en sécurité qu'ici, avec son frère, sa femme et leurs enfants. Elle vivait auparavant dans un petit village de l'Assam, à 2000 km, jusqu'au jour où elle a dû fuir. Ma mère et ma grande sœur sont mortes l'une après l'autre, à un jour d'intervalle. J'avais 6 mois à l'époque. Mon père a ensuite contracté la poliomyélite. Il allait mendier de maison en maison pour nous nourrir. Mes frères, mes sœurs et moi étions encore très petits. C'est comme ça que nous avons grandi. Au village, nous avions une voisine qui était comme une sœur pour moi. Elle m'a parlé d'une femme qui emmenait les filles à New Delhi pour leur trouver des maris issus de bonnes familles. Elle me répétait toutes les promesses qu'elle faisait pour les appâter. Une perspective alléchante pour une adolescente de 15 ans qui n'a connu que la misère. Peu de temps après sa conversation avec la voisine, elle disparaît sans laisser de traces. Après la disparition de Sajina, son frère vend tout ce qu'il possède, se rend à New Delhi et alerte une association humanitaire. Une équipe de télévision l'accompagne dans sa recherche. C'était il y a 3 ans. Quelques personnes lui ont proposé de faire des ménages, mais elle a refusé. Ensuite, elle a disparu. Personne ne savait où elle était. À un moment, elle a pu se procurer un téléphone et m'a appelé en cachette à 2 ou 3 reprises. Elle pleurait et disait que je devais la sortir de là. J'y suis allé et je l'ai vue. Elle saignait et elle avait des blessures au visage. Il la frappait durement. Seul, le frère de Sajina ne peut rien faire. La police les conduit plusieurs fois. Sous la pression de l'organisation humanitaire, elle accepte enfin d'intervenir dans le village où la jeune fille est prisonnière. Une femme prétend être la belle-mère de Sajina. Elle présente un acte de mariage. Dans l'État de l'Haryana, le manque de femmes est particulièrement criant et des parents cherchent à corps et à cri une épouse pour leur fils. C'est finalement le maire du village qui explique ce qui est arrivé à Sajina. Nous avons déboursé $100 pour cette fille. Je peux le prouver. Faites sortir la fille. Nous ne partirons pas sans elle. Mais dites-moi, cette fille a été donnée en mariage devant 10 témoins. Qu'est-ce que vous en faites? Lorsque les habitants remettent la jeune fille à la police, la vérité éclate au grand jour. Tout le village s'était cotisé afin d'acheter Sajina pour plusieurs célibataires en même temps. Elle a été mariée à un homme et abusée sexuellement par 7 autres.
Sajina n'est pas un cas isolé. Ce sont les plus pauvres qui font les frais de la pénurie de femmes. Les trafiquants traquent leurs proies dans les quartiers défavorisés, car ils savent que si une jeune fille disparaît, la plupart du temps, personne ne la cherchera. Ces hommes sont souvent des proches ou des voisins. Sajina connaissait l'homme qui l'a vendue. Il vit toujours impunément au village. Elle a été traitée de prostituée, a dû quitter son domicile et se réfugier à New Delhi. Aujourd'hui, Sajina est mariée. Elle vit avec son mari et la famille de son frère. Je dois me comporter selon la volonté de mon mari. J'ai encore peur. Bien que je sois mariée, j'ai encore peur. Il pourrait aussi me traiter comme les autres. J'ai toujours peur. Je ne sais pas. Dans les années 1970, la frustration gagne les tenants du contrôle démographique. Malgré les campagnes d'information, les récompenses pour le stérilet et la stérilisation et les primes pour les intermédiaires, les Indiens continuent à avoir beaucoup d'enfants. Ils n'avaient pas compris que dans de nombreuses sociétés rurales, les enfants constituaient la seule assurance vieillesse des parents. Et puis, bien souvent, dans les milieux pauvres, les enfants subviennent seuls à leurs besoins et aident leur famille, même à un âge relativement jeune. Les agents du planning familial cherchent d'autres solutions pour régler le problème démographique. Sheldon Seagull et ses collègues finissent par réclamer la légalisation de l'avortement. Dans une lettre à ses supérieurs, le médecin lance un appel. Il est temps d'inscrire l'avortement au planning familial indien. D'ici combien de temps l'Inde peut-elle le légaliser? Les pouvoirs politiques sont sur la même ligne. Henry Kissinger est alors ministre des Affaires étrangères du président Gerald Ford. En 1974, dans un document qui restera longtemps confidentiel, il réclame le dépeuplement massif des pays en voie de développement et présente l'avortement comme un outil indispensable au contrôle des naissances. Aucun pays n'a pu réduire sa croissance démographique sans avoir recours à l'avortement. Alors qu'aux États-Unis, les femmes descendent dans la rue pour défendre leur liberté, des fondations et des responsables politiques américains font pression sur les pays en voie de développement pour légaliser l'avortement. L'avortement était totalement impensable en Inde. Aucune religion ne l'autorise, pas plus l'hindouisme que le sikhisme, l'islam ou le christianisme. Il fallait séduire les femmes pour les amener à avorter. Alors ils se sont dit, non seulement nous allons légaliser l'avortement, mais nous allons le rendre attrayant pour les Indiens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans les années 1960, les 4 amies coréennes sont encore jeunes lorsque les agents du planning familial imposent l'avortement dans le pays. Mais la population ne baisse pas comme prévu. La raison ? Les parents veulent au moins un fils.
Un fils perpétue la lignée du père et du grand-père. Une fille ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on nous a dit à l'époque. Exactement. On préférait avoir un fils car il transmet le nom. Lorsque la femme se marie, son nom de famille disparaît. Je suis par exemple devenue l'épouse de Monsieur Kim. Souvent les filles n'avaient même pas de prénom. Kannan, mon petit chou. Kannan était un prénom courant. Honnêtement, ils m'ont traité très mal parce que j'étais une fille. Ils disaient « les filles sont inutiles ». Les garçons sont privilégiés dans la société coréenne. Cette préférence pour les fils explique en grande partie pourquoi les couples qui ont des filles continuent à avoir des enfants. Les parents voulaient un fils, mais cela ne fonctionnait pas toujours. Si le premier enfant était une fille, elle était considérée comme un cadeau. La deuxième fille, c'était bien aussi. Avec la troisième, les parents commençaient à s'inquiéter de ne pas avoir de fils. La quatrième fille, c'était la déception. On l'appelait Runam, ce qui signifie le dernier avant le fils. Un appel au destin qui devait enfin faire arriver un garçon. Si les parents avaient alors un fils, son nom était Guinam, le fils précieux. En Chine aussi, les couples font des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon. Le professeur Li Zhuzhuo travaille à l'Institut de démographie de l'université de Xi'an. Il analyse les effets de la préférence pour les fils sur la société chinoise. Dans la Chine ancienne, sous la dynastie des Song du Nord, il y avait dans la population une coutume cruelle. Les parents qui n'avaient pas les moyens d'élever beaucoup d'enfants et qui avaient eu un garçon abandonnaient les petites filles qui naissaient ensuite et les laissaient mourir. En Chine, on dit qu'il y a 3 façons de manquer de piété filiale. Ne pas avoir de descendance est la plus grave. Cette histoire de descendance concerne uniquement les garçons. Pas de fils, pas de descendance. En Chine, un fils doit s'occuper de ses parents lorsqu'ils sont âgés. En l'absence de système public de retraite, c'est à lui de les soutenir financièrement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. À l'époque, les agents du planning familial prennent conscience que la préférence pour les fils est la clé du problème démographique. Les responsables d'organisations comme le Conseil de la population ou la Fondation Ford se sont rendus compte que dans les pays pauvres, les couples préféraient souvent avoir un fils. Alors ils ont pensé que s'ils trouvaient un moyen de connaître le sexe du fœtus, les parents auraient plus facilement recours à l'avortement, ce qui entraînerait une baisse rapide du taux de fécondité. De cette manière, les femmes ne mettraient plus au monde que les enfants qu'elles désirent vraiment, c'est-à-dire des garçons. La balle est désormais dans le camp des scientifiques. Le directeur du Conseil de la population déclare : Nous devons renforcer la recherche sur les techniques de contraception et les méthodes permettant de déterminer le sexe du fœtus pour garantir aux parents qu'ils auront un fils. Peu de temps après, les chercheurs mettent au point une méthode qui permet de connaître le sexe du fœtus dès la 10e semaine, l'amniosynthèse, ou ponction du placenta. En Inde, cette technique est enseignée par Sheldon Seagull. Elle ouvre la voie à l'avortement sélectif des filles. Aucune femme enceinte n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait tuer les filles qu'elle ne désirait pas et n'avoir que des garçons. Ça venait des médecins de la Fondation Ford et de nombreuses autres ONG qui sponsorisaient le projet.
Chaque année, il sélectionna une trentaine d'étudiants pour les former. En 5 ans, des centaines de personnes ont ainsi appris à identifier le sexe d'un fœtus. Punet Bedi a été formé dans l'hôpital où Sheldon Siegel conduisait ses recherches. Étudiant, il a vécu une expérience marquante en salle d'accouchement. Ma première nuit à l'hôpital, j'ai aperçu un chat. Ça peut paraître étonnant, mais il n'est pas rare de voir des chats et des chiens errants dans les hôpitaux publics. Ils sortaient de la salle d'accouchement avec une masse de chair dans la gueule. Je suis entré dans la salle et j'ai demandé aux gens ce qui s'était passé. Et ils m'ont répondu que le chat avait sans doute emporté le placenta ou le fœtus. Un fœtus de 6 ou 7 mois était venu au monde et il avait été jeté sous le lit de la femme qui venait d'accoucher. Ils m'ont expliqué ensuite que c'était un projet de recherche visant à déterminer le sexe d'un fœtus par le prélèvement du liquide amniotique, l'amniosynthèse. Et si la femme attendait une fille, il l'avortait évidemment. Comme dans presque tous les pays du monde, l'infanticide se pratiquait autrefois en Inde. Des familles se débarrassaient de leurs filles après l'accouchement. Mais c'étaient des cas isolés. La détermination du sexe avant la naissance déclenche une vague d'avortements de fœtus féminins. Bien sûr, l'infanticide existe depuis des milliers d'années, mais tuer un enfant en vie, c'est très cruel. Peu de personnes en sont capables. Par contre, si un chirurgien tue un fœtus de fille derrière des portes closes, personne ne voit l'horreur, le sang, la violence et les questions éthiques qu'un tel acte implique. Un peu comme s'il s'agissait d'une opération chirurgicale normale. Et c'est justement comme ça qu'on l'a présenté aux gens. Cette méthode de détermination du sexe est cruciale pour les tenants du contrôle de la population. Leur stratégie fonctionne. Les avortements massifs de fœtus de sexe féminin produisent un double résultat. Il y a moins de bébés qui viennent au monde, et donc moins de filles qui pourraient plus tard avoir des enfants. L'idée lancée par quelques bienfaiteurs autoproclamés a des retombées mondiales. En Asie, l'avortement sélectif des filles a entraîné un net déséquilibre des sexes. En Chine, un garçon sur 5 qui naît aujourd'hui ne trouvera pas de femme. Sur les innombrables marchés matrimoniaux du pays, des parents anxieux font de la publicité pour leurs fils célibataires. À Shanghai, ils se retrouvent tous les dimanches au Parc du Peuple. C'est la deuxième fois que je viens. Je voudrais trouver une âme sœur pour mon fils. Beaucoup de gens viennent là pour se renseigner. Si mon fils convient à quelqu'un, cette personne va prendre mon numéro de téléphone et une fois rentrée chez elle, elle demandera l'avis de sa fille. Si cette dernière est intéressée, elle contactera mon fils par téléphone ou lui enverra un message par WeChat. Les jeunes prennent le relais. Nous, les parents, on est juste là pour faire le lien. Ces femmes n'ont qu'un fils car elles n'ont eu droit qu'à un seul enfant. En Chine, le contrôle de la population a commencé sous le règne de Mao. February 21st. The President of the United States arrives at Capital Airport near Peking, the People's Republic of China. Pékin, 1972. Rencontre historique entre Mao Tse-tung, le président américain Richard Nixon
et son ministre des Affaires étrangères Henry Kissinger. Ils parlent de l'équilibre des pouvoirs et réaffirment leur engagement pour la paix dans le monde. There is no reason for us to be enemies. Neither of us seeks domination over the other. Neither of us seeks to stretch out our hands and rule the world. Mais les États-Unis redoutent la suprématie de la Chine, dont la croissance démographique paraît inéluctable. Ils craignent en filigrane le triomphe du communisme. Après la visite de Nixon, les portes s'ouvrent pour les partisans du contrôle des naissances. Ce sont d'abord des organisations privées, pour la plupart américaines, qui envoient de l'argent à Pékin. Puis en 1979, le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, verse 50 millions de dollars à la Chine. Deng Xiaoping est alors à la tête du pays. Il instaure la politique de l'enfant unique. Des millions d'agriculteurs sont formés pour devenir auxiliaires de santé. On les appelle les docteurs aux pieds nus. Leur mission ? Distribuer des moyens de contraception gratuits jusque dans les coins les plus reculés de l'immense territoire. Et surtout, s'assurer que les couples n'ont qu'un enfant. Les auxiliaires de santé donnent également des cours d'éducation sexuelle sur les lieux de travail. La vie sexuelle des Chinois devient affaire d'État. Elle est étroitement surveillée. Au cours des décennies suivantes, de graves violations des droits de l'homme ont lieu, comme les stérilisations et les avortements forcés. Sur les murs des maisons, des slogans exhortent le peuple à l'obéissance. Si tu n'avortes pas comme la loi l'exige, nous démolirons ta maison et saisirons ton bétail. Après le premier enfant, on te pose un stérilet. Après le deuxième, tu es stérilisé. Si tu as d'autres enfants, tu devras payer une amende. Tu peux l'arracher de ton ventre, tu peux avorter, mais pas le mettre au monde. L'organisation IPPF, Fédération internationale pour le planning familial, soutient financièrement la Chine. Une employée tire la sonnette d'alarme. Je pense que dans un avenir proche, cette affaire fera la une des journaux, parce qu'elle contient tous les ingrédients d'un scandale. Communisme, planning familial forcé, meurtre de fœtus viables, parallèle avec l'Inde, etc. Quand tout cela éclatera au grand jour, la position sera bien difficile à défendre. Au lieu d'écouter ces mises en garde, le FNUAP décerne en 1983 une distinction pour mérites exceptionnels en matière de contrôle des naissances. À qui l'ont-ils accordé? Pas aux défenseurs des droits relatifs à la procréation, pas aux activistes qui risquaient leur vie en faisant campagne pour que les gens, et en particulier les femmes, puissent disposer librement de leur corps. Bien au contraire. Ils ont récompensé un ministre chinois qui a pris des mesures coercitives de contrôle des naissances, un général. Ça a été la période la plus terrible de l'histoire du planning familial chinois. Et ils ont distingué Indira Gandhi, qui était responsable du pire programme de contrôle démographique de tous les temps en Inde. Un prix pour des chefs de gouvernement et des responsables qui ont manifestement violé les droits de l'homme. Le représentant du FNUAP s'explique. Je tiens à apporter une précision. Ces prix étaient décernés par les États membres des Nations Unies. Nous ne faisions qu'appliquer leurs directives. Les États-Unis sont alors l'État membre le plus important. Ils prennent en charge 40% du budget. Le FNUAP serait-il à la botte de ses financeurs ? En Chine, la politique de l'enfant unique entraîne une augmentation des avortements de filles. Ne pouvant avoir qu'un seul enfant, les couples s'assurent que leur enfant à venir est un garçon. Aujourd'hui encore, dans l'empire du milieu,
Le fils constitue l'assurance vieillesse de ses parents et perpétue l'arbre généalogique. La famille chinoise est comparable à un arbre. Il faut que le tronc soit énorme, que les branches soient nombreuses et les feuilles abondantes. C'est ainsi que votre famille pourra se perpétuer pendant des millénaires, se développer et s'agrandir. Pour les hommes qui ne trouvent pas de femmes et ne se reproduisent pas, il existe un terme en chinois, Quan Kun. Littéralement, le mot Quan Kun signifie branche nue. L'homme naît, vieillit, tombe malade et meurt. Il a été jeune pousse, il meurt branche nue. Il ne s'est pas développé, la famille s'est éteinte. En Chine, personne ne veut être un Quan Kun. C'est pourquoi des millions d'hommes au chômage quittent la campagne pour la grande ville. Ils veulent gagner de l'argent pour pouvoir répondre aux attentes des parents des jeunes filles. Li Pin, 27 ans, travaille dans une usine de perches à selfie près de Hong Kong. Comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il n'a pas encore de petit ami. Je suis originaire de la province du Guizhou. Si je suis venu à Shenzhen, c'est principalement parce que économiquement, c'est un endroit plus développé et les salaires y sont plus élevés que chez moi. Je suis là depuis 2 ans et je compte rester encore 2 ou 3 ans. Après, je rentrerai au pays et j'y ouvrirai un petit commerce, quelque chose comme ça. Je voudrais engranger un peu plus d'argent, puis trouver une femme que je ramènerai chez moi. Les ouvriers travaillent 7 jours sur 7 pour 500 € par mois. Un bon salaire en Chine. D'autant que l'usine prend en charge les repas et le logement. Quand on arrive à un certain âge, les parents et la famille vous pressent de vous marier. Pour eux, c'est important. Dans la région d'où je viens, quand un homme n'a pas de compagne, les gens trouvent ça bizarre et peuvent penser que vous êtes un incapable. En Chine, on a un mot pour qualifier l'homme qui est encore célibataire à un âge avancé. On dit que c'est une branche nue. Li Pin partage ce sort avec 30 millions de Chinois, selon les estimations. Un phénomène particulièrement marqué à la campagne, car plus les hommes sont pauvres, moins ils ont de chances de trouver une épouse. « 30 millions d'hommes qui ne parviennent pas à se marier, c'est considérable. Mais je ne crois pas que j'en ferai partie. Je pense que je trouverai une partenaire. Dans mon village natal, on voit pas mal d'hommes qui, à 30-40 ans, n'ont toujours pas trouvé d'épouse. La politologue américaine Valerie Hudson étudie l'impact que peuvent avoir des millions d'hommes célibataires sur une société. Elle enseigne à la Bush School of Government au Texas. Cela crée un groupe de jeunes hommes socialement défavorisés qui ont déjà une haine de l'ordre établi.
Et là, on ne fait qu'accroître leur frustration. Ils n'ont aucun espoir de devenir des hommes respectés, à moins d'avoir recours à des moyens radicaux. Des études révèlent que les jeunes hommes célibataires sont plus enclins à devenir délinquants. Statistiquement, la majorité des crimes commis dans le monde leur sont imputables. Nous savons que l'agressivité est étroitement liée au taux de testostérone qui circule dans le corps. Or, les jeunes hommes célibataires présentent le taux de testostérone le plus élevé au sein de la population. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'un homme se marie, ou même quand il se fiance, son taux de testostérone diminue, comme l'ont constaté les biologistes. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il devient père. On peut donc affirmer que les hommes mariés ont moins de risques de commettre des crimes violents, et les hommes mariés avec des enfants encore moins. Les statistiques indiquent qu'en Inde, plus les hommes sont en surnombre, plus la criminalité en tout genre est élevée. De même, les agressions sexuelles sur les femmes, y compris les viols brutaux, sont plus fréquentes. Ces actes de violence provoquent des manifestations de masse dans le pays. En Inde et en Chine, la criminalité galopante est devenue un problème quotidien. Mais Valerie Hudson craint également des risques à long terme dans le reste du monde. Si l'instabilité, la violence et l'insécurité règnent dans les deux pays les plus peuplés de la planète, je suis persuadée que cela aura des répercussions sur les relations internationales. Qu'il s'agisse de la montée de la Chine ou de l'avenir de l'Inde en tant que démocratie, tout cela est lié au sort des femmes dans ces deux pays. En Chine, des fillettes sont enlevées en raison du manque d'épouses potentielles. Elles grandissent dans des familles étrangères qui les destinent à épouser leurs fils. Le militant Tu Ying rend de nouveau visite aux parents de Pan Xiaoting qui a disparu. Il n'a pas de bonnes nouvelles. Toujours pas de traces de leur fille de 3 ans. Ce que je ressens, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est encore vivante. Parce qu'on n'a rien trouvé dans les étangs. Et aucune trace de sang. Je suis certaine qu'elle est en sécurité. Donc je vais attendre d'avoir de ses nouvelles. Je suis toujours très inquiète. En général, les fillettes sont volées par un habitant du village. Avant d'être remises à leur commanditaire, elles passent par de nombreuses mains, du ravisseur à des intermédiaires, du village à la ville, et souvent de la ville à une autre province. À chaque transaction, son prix augmente pour atteindre finalement environ 7 000 €. Pour les acheteurs, c'est un investissement. Si une fois devenue grande, la jeune fille ne plaît pas au fils, si leur caractère ne s'accorde pas, il reste toujours la possibilité de la marier à quelqu'un d'extérieur à la famille. Les parents l'ont élevée comme leur propre fille, et quand ils la marieront, ils recevront des cadeaux et de l'argent de la part de la famille du fiancé. Et tout cela représente un revenu très conséquent. Donc ça revient au même. Lorsque leur propre fils se mariera, la somme d'argent qu'ils devront offrir aux parents de sa future épouse sera compensée par celle qu'ils toucheront lorsqu'ils marieront la fille qu'ils ont élevée. Pan Xiaoting se trouve quelque part en Chine, déraciné et traumatisé.
ses parents, inconsolables, ne perdent pas espoir. En Inde, la loi interdit désormais de déterminer le sexe avant la naissance. C'est pourtant on ne peut plus simple depuis l'apparition des appareils à échographie dans les années 1980. Ici, la naissance d'une fille peut entraîner la ruine d'une famille. La mariée doit en effet verser une dot importante. Le médecin n'a pas le droit de révéler à la mère le sexe de l'enfant. Les affiches publicitaires pour les échographies fleurissent à chaque coin de rue. Trouver un médecin prêt à enfreindre la loi n'est qu'une question d'argent. Le militant Rajan Choudhry a convaincu le gouvernement de l'État du Rajasthan de créer une unité de police spéciale. Les criminels recherchés sont principalement des médecins qui ont révélé le sexe du fœtus aux parents. Les enquêteurs ne chôment pas. Ils ont même déjà arrêté le président d'une association de médecins. Pendant 3 jours, sans relâche, il a essayé de me faire accepter de l'argent pour que je mette un terme à l'enquête. Lorsqu'il a vu que ça ne marchait pas, il m'a menacé de mort au téléphone. Des incidents de ce genre arrivent souvent. L'argent et les menaces sont employés dans toutes les opérations d'infiltration que nous menons. Et nous recevons aussi des appels d'hommes politiques. Les enquêtes se déroulent toujours de la même manière. Une femme enceinte sert d'appât. Elle prend rendez-vous chez un médecin pour une échographie. Dans ses vêtements, Rajan dissimule une caméra qui va filmer toute la scène. Une douzaine de policiers sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de la jeune femme, car les médecins jouent gros. Le praticien a demandé l'équivalent de 200 € au téléphone. Les billets sont pris en photo avec leur numéro de série. En général, les femmes enceintes sont convoquées dans des endroits isolés. Les médecins et leurs assistants risquent 10 ans de prison et une suspension du droit d'exercer si les preuves telles que les images prises en caméra cachée sont concluantes. Dès que l'examen est terminé et que la jeune femme a quitté les lieux, elle donne l'alerte par téléphone portable. Les enquêteurs qui ont suivi le signal GPS du mobile passent à l'attaque. Au commissariat, il s'avère que l'homme arrêté n'est pas médecin. C'est un délinquant qui gagne beaucoup d'argent avec les échographies. Équipé d'un petit appareil, il se fait passer pour un professionnel. L'échographe portable fait partie des produits que General Electric vend le mieux en Inde. Dès les années 1990, la firme américaine conclut des partenariats avec des fabricants en Inde et en Chine. 2 pays où les avortements de fœtus de sexe féminin sont particulièrement nombreux. Un hasard ? En 2007, le Washington Times établit un parallèle entre le manque de filles et les échographes. Les études révèlent un nombre démesuré d'appareils de la marque General Electric dans le nord-ouest de l'Inde, là où la proportion de filles est la plus faible.
General Electric cible en particulier les petites villes et tente d'attirer les clients par des crédits bon marché. Les échographes fonctionnent comme les planches à billets de la Banque centrale. Tous les grands hôpitaux, je dirais même, tous les centres d'échographie s'enrichissent comme ça. Ils utilisent ces machines pour déclarer que le fœtus est une fille, même si c'est un garçon. Vu la mentalité qui règne dans le pays, cela engendre un argent fou. C'est devenu une véritable industrie dans le Rajasthan et tout le nord de l'Inde. En Inde, les avortements de filles n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Si la sélection du sexe se pratique dans toutes les couches de la société, elle touche avant tout les Indiens riches et éduqués. Plus les parents ont un statut social et un niveau d'instruction élevé, plus ils ont recours à l'IVG si le fœtus est de sexe féminin. Face à l'essor de la classe moyenne indienne, les experts craignent qu'on ne puisse plus endiguer ce phénomène. Six fois en 8 ans. Amisha a 25 ans lorsqu'elle épouse un informaticien. Son beau-père est haut fonctionnaire. Amisha offre un appartement en guise de dot. Plus la famille du fiancé est riche et éduquée, plus les exigences sont importantes pour la fiancée. Avoir un fils, c'est pour certains comme gagner au loto. Ils veulent un garçon à tout prix. La vie ne vaut rien sans un garçon. Le garçon est le cool des Pâques, la lumière qui éclaire la lampe des générations futures. On ne peut pas se passer d'un cool des Pâques. On m'a tout caché. Ils m'ont simplement dit « Viens chez le médecin ». Je ne sais pas ce qu'ils avaient convenu avec le médecin. Cela ressemblait à un contrôle normal, mais ils avaient un code. Si c'était une fille, le médecin devait dire « la mère » pour qu'il sache que c'est une fille. Puis le médecin disait qu'il fallait revenir. Là, il me faisait une piqûre et je perdais connaissance. Ça s'est passé comme ça. 6 fois en 8 ans. Quand je ne voulais pas aller à la visite médicale, on m'attrapait par le cou et on me frappait la tête contre le mur. Ce ne sont pas seulement les petites filles qui sont mortes. Moi aussi, à l'intérieur, je suis morte. Ils ont encore essayé quand j'étais enceinte de ma fille actuelle. Mais comme je me sentais de plus en plus faible, j'ai décidé d'aller chez ma mère. Ils ont tenté de me convaincre de revenir, mais j'ai tenu bon. J'ai dit que je ne voulais pas encore rentrer. Pendant 3 mois, personne n'est venu me rendre visite. Et ma fille est venue au monde. Ils étaient furieux. Ils m'ont poussé dehors. Il était minuit passé. Ils m'ont mise devant la porte et m'ont dit « Va-t'en. Si tu ne peux pas nous donner un fils, quitte la maison. » Pour une Indienne, être répudiée par sa belle famille est la pire des sanctions sociales. Mais Amisha a de la chance. Un avocat spécialiste des droits de l'homme accepte de la défendre. Il fait mettre les beaux-parents en prison pour un certain temps et obtient des dommages et intérêts pour la jeune femme, même si cela n'effacera jamais sa douleur d'avoir perdu 6 filles.
L'un des principaux problèmes est que toutes les personnes censées protéger les petites filles se liguent contre elles. Après la conception, ce sont normalement les parents qui doivent protéger l'enfant. Or, ils veulent s'en débarrasser. Ils vont donc voir un médecin qui accepte de les tuer contre de l'argent. Le gouvernement et la justice ont fermé les yeux. On se dit que les féministes auraient dû être les alliés naturels des fillettes. Mais elles ont été intimidées par les organisations pour le contrôle de la population qui leur ont fait croire que le droit à l'avortement serait remis en cause si elles dénonçaient le féticide d'une fille. Dans l'indifférence quasi générale, de moins en moins de filles viennent au monde. Aujourd'hui, il en manque officiellement 177 millions. Et le nombre de pays qui pratiquent la sélection par le sexe augmente. Actuellement, on recense au moins 19 pays où le ratio garçon-fille à la naissance est déséquilibré. Et ça ne concerne pas seulement l'Asie. Comment se fait-il qu'un mal si ancien ait ressurgi au XXIe siècle? Malgré toutes nos technologies, notre savoir et notre éducation, il y a aujourd'hui plus de pays que jamais où des filles sont tuées avant la naissance. Comment est-ce possible? En Corée du Sud aussi, il manque des millions de femmes. En imposant de manière draconienne le planning familial, le gouvernement a fait passer le taux de fécondité de 6 à 1 enfant par femme entre 1960 et 2010. Comme en Chine et en Inde, la pénurie de femmes en âge de se marier constitue désormais un problème. Il y a beaucoup d'hommes célibataires en Corée. La plupart d'entre eux vivent à la campagne. Les femmes ne veulent pas épouser de paysans. C'est un problème pour notre pays. Il y a trop peu de femmes ici. Et les agriculteurs ne trouvent plus d'épouses. Alors ils cherchent ailleurs. Ils disent qu'au Vietnam, une femme coûte environ 8 000 €. Elles ont une vingtaine d'années. En général, elles donnent naissance à de très jolis enfants. Il y en a beaucoup dans notre région. Si votre fils ne trouvait pas d'épouse coréenne, est-ce que vous achèteriez une femme au Vietnam? S'il ne se marie pas bientôt, il faudra bien. Pour être honnête, s'il trouve une fille coréenne, je lui donnerai 5 sur 5. C'est comme ça. La plupart des parents voudraient que leur fils épouse une fille coréenne. Mais ça ne marche pas comme ça, alors on est obligé de chercher ailleurs. Ce cours de cuisine s'adresse aux jeunes mariés d'origine vietnamienne. Il est financé par le gouvernement sud-coréen et proposé dans 260 centres d'intégration à travers le pays. Ici, à Ansan, les femmes peuvent également suivre des cours de puériculture ou apprendre le coréen. 가족 행사에 많이 이용할 수 있는 닭볶음탕하고 생선찌개 2가지 요리를 할게요. 네. 또 우리가 이제 미역국은 우리가 이제 아이를 낳으면 이 미역 성분이 굉장히 몸에 좋아요. 또 소고기는 단백질이 많고 우리가 아이를 출산하면 피를 많이 이렇게 배출하기 때문에 철분이 많기 때문에 여러분들 많이 드셔줘야 돼요. Ansan, à 2 heures de train de Séoul, compte un grand nombre de migrantes. Parmi elles, Doan Bik, originaire d'un village du nord du Vietnam.
Il y a 15 ans, elle est venue en Corée du Sud pour se marier. Aujourd'hui, à 34 ans, elle vit seule et travaille comme serveuse dans un restaurant. Elle est heureuse d'avoir enfin retrouvé une certaine sérénité. J'avais toujours rêvé d'aller à l'étranger pour gagner de l'argent, car mes parents sont très pauvres. Avec cet argent, je voulais les aider. C'est pour ça que j'ai sacrifié mon propre bonheur. Doan a 19 ans lorsqu'un entremetteur vient la chercher dans son village. Des Sud-Coréens l'attendent dans un hôtel de la capitale, Hanoï. Ils ont réservé un voyage d'un week-end auprès d'une agence avec la garantie de trouver une femme. À l'hôtel, je suis allée dans une chambre où les hommes pouvaient me jauger. Tu ne peux rester que si tu plais à un homme. Mais cela ne veut pas dire que tu seras choisi. Les hommes voient une centaine de jeunes filles avant de décider. Doan plaît à un homme de 30 ans son aîné. Le mariage a eu lieu à peine une semaine plus tard. Mon mari a déboursé 14 000 $ pour moi. Mais mes parents n'ont pas vu grand-chose de cette somme. Nous sommes allés dans la maison de mon mari. Elle se trouvait en montagne. C'était la seule habitation de la région. Les rêves de la jeune femme ne tardent pas à voler en éclats. Elle arrive à peine à communiquer avec son mari. Au bout de quelques mois, elle tombe enceinte. J'ai mis mon enfant au monde à la maison. Une petite fille. J'étais sur le point d'accoucher et je ne me sentais pas bien. Je ne sortais plus de la maison. J'ai eu soudain de fortes contractions et j'ai demandé à mon mari de m'emmener à l'hôpital. Mais il était très occupé et était fatigué. Il m'a dit que l'hôpital était déjà fermé. J'ai réussi à sortir le bébé toute seule. J'avais perdu les os. Doan vit 10 ans avec son mari avant de demander le divorce. Pour une femme achetée, c'est un grand risque. Et Doan en paie le prix fort. Elle perd la garde de sa fille. Mon mari a dit qu'il ne me laisserait jamais notre fille. Au tribunal, il a déclaré que je n'avais pas d'argent, pas de maison, pas de travail, que je ne connaissais pas la langue et que, pour toutes ces raisons, il ne me laisserait jamais l'enfant. Depuis, la jeune femme ne voit sa fille que rarement. Nous vivons séparés depuis quelques années. Ma fille s'y est habituée et n'éprouve plus grand-chose pour moi. Un sort que Doan partage avec de nombreuses Vietnamiennes, ainsi que des Philippines et des Indonésiennes. C'est un trafic mondial. Mais si la femme est une marchandise rare, sa valeur ne devrait-elle pas augmenter ? Les recherches sur ce qu'on appelle le sex ratio, le rapport entre nombre d'hommes et de femmes, déroutent les économistes. Chaque fois que je donne une conférence et qu'il y a un économiste dans la salle, il dit « Si les femmes sont moins nombreuses, elles auront une vie meilleure, elles seront mieux traitées. » Je réponds non, ça alimente un véritable trafic. Les femmes sont moins libres de leurs mouvements parce qu'elles risquent de se faire enlever. Et leur taux de suicide augmente. Et lui de dire « Ça n'a aucun sens !» En Corée du Sud, la pénurie de femmes n'est pas le seul problème. Le pays voit son taux de natalité chuter depuis plusieurs années, car beaucoup de Sud-Coréennes ne veulent pas d'enfants. Une fois de plus, le gouvernement prend des mesures drastiques. Si il y a encore 60 ans, l'avortement était encouragé, il est désormais interdit. Lee Ha-yong et Wang Ji-song
2 étudiantes de Séoul, se rappellent ce qu'elles ont appris sur l'IVG à l'école. À l'école primaire déjà, il y a des séances d'information sur la grossesse et l'avortement. Ils montrent des films, expliquent que l'embryon dans le ventre est coupé en morceaux, qu'il est démembré pour ensuite être expulsé du corps. Ils décrivent l'avortement de cette façon et disent que c'est un meurtre. Nous avons profondément intériorisé cette idée. Et nous ne pouvons voir l'avortement que comme quelque chose de terrible. Les jeunes femmes traitent la question de l'avortement dans leur mémoire de fin d'études. Elles sont aidées par Byun Hwa-soon, qui a dirigé pendant 25 ans l'Institut de promotion des femmes à Séoul. Aujourd'hui encore, l'IVG n'est autorisée qu'à titre exceptionnel en Corée du Sud. Les étudiantes sont tombées sur des agences douteuses qui proposent des avortements illégaux contre de grosses sommes d'argent. C'est un monde complètement opaque. On s'y sent comme une criminelle, comme si on allait accomplir un grave délit. C'est une situation très angoissante. Les femmes se font avorter sans pouvoir bénéficier de soins médicaux sûrs. Dans tous les cas, je pense que l'avortement devrait être légalisé. Là encore, ce sont les femmes qui font les frais de la politique démographique. Les avortements clandestins sont souvent réalisés par des non-professionnels, ce qui n'est pas sans risque. Le gouvernement sud-coréen maintient malgré tout l'interdiction. Son objectif est d'accroître coûte que coûte le nombre de naissances. Que faisait le gouvernement à l'époque lorsqu'il autorisait les avortements? Voulait-il renforcer les droits des femmes? Aujourd'hui, nous voyons bien que ce n'était pas le cas. Il s'agissait de contrôler les naissances. Le corps de la femme n'était qu'un jouet dans la politique de l'État. Les autorités sud-coréennes vont même plus loin, en mettant en ligne une carte de Séoul qui indique le domicile des femmes en âge de se marier. Plus le rose est foncé, plus l'homme a de choix. Comme la Corée du Sud, les autres pays d'Asie ont pris conscience qu'une société avec un surplus d'hommes célibataires et une pénurie de femmes et d'enfants n'est pas viable à long terme. Mais il faudra du temps pour rétablir l'équilibre naturel entre les sexes. Même si demain le rapport homme-femme revient à la normale, il est trop tard. Le mal est fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 35 à 40 ans, il y a eu pénurie de femmes. Et il faudra sans doute attendre encore 20 ans, voire peut-être 30, pour que le ratio homme-femme soit de nouveau équilibré parmi les jeunes adultes. Entre-temps, le gouvernement chinois a instauré la politique des 2 enfants, dans l'espoir de rééquilibrer le rapport homme-femme et de résoudre le problème du vieillissement de la population. Les autorités ont lancé une nouvelle campagne d'affichage, cette fois en faveur des filles, et donc des mères potentielles. Pas de filles signifie pas de belles filles. Les filles ont autant de valeur que les garçons. Elles aussi assurent la descendance. Pour les parents de Pan Seo-tin, ce revirement arrive trop tard. Ils n'ont toujours pas retrouvé la moindre trace de leur fille. Je suis la maman de Pang Seo-tin. Je vous supplie de ne pas la maltraiter. Si le destin veut que nous revoyions notre fille, ne vous y opposez pas. Je vous en serai reconnaissante.
Et sachez que nous ne nous lancerons pas dans des poursuites judiciaires. Merci. Traitez-la bien. Si par hasard vous êtes dans son entourage et que vous la reconnaissez, ne manquez pas de nous le faire savoir. Sinon, soyez gentils. Ne lui faites pas de mal. En Inde aussi, le gouvernement fait marche arrière. Il veut dorénavant inciter les parents à mettre au monde des filles. Pour cela, il multiplie les campagnes d'information et mise de nouveau sur les récompenses. Un couple qui met au monde une fille recevra 28 € et une lettre de remerciement de la ministre de la Famille. Le gynécologue Punet Bedi connaît la pression qui pèse sur les femmes enceintes. Lui aussi pratique des avortements, mais jamais en lien avec le sexe du fœtus. Il ne pense pas beaucoup de bien des programmes du gouvernement. Donnez-moi une raison pour qu'une femme enceinte veuille une fille, alors qu'elle-même n'a jamais pu aller à l'école et que dès le jour de sa naissance, on lui a dit qu'elle ne valait rien parce que c'était une femme. Et puis, elle tombe enceinte dans un nouveau foyer où 6 ou 7 personnes lui répètent chaque jour qu'elle perdra tout si jamais elle accouche d'une fille. Comment changer l'état d'esprit de cette femme? Par une pièce de théâtre? Un poème? Ou un spot à la télé? Non. La véritable solution, c'est évidemment que les gens se mettent à respecter davantage les filles que les garçons. Alors seulement, les femmes en Asie seront prêtes à mettre au monde des filles. D'une manière générale, je pense qu'il faut prendre conscience que les femmes sont des êtres humains à part entière et qu'elles doivent bénéficier de l'ensemble des droits qui sont accordés aux hommes. Je ne vois pas comment les choses pourront changer tant que les femmes ne seront pas reconnues à leur juste valeur. Il est prouvé scientifiquement que les femmes font en moyenne moins d'enfants lorsqu'elles ont accès à l'éducation et à la prospérité, ce qui entraîne automatiquement une baisse de la population. Pourtant, le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, consacre encore plus de 60% de son budget au contrôle des naissances et 14% seulement à des programmes pour l'égalité des femmes. Et il y a toujours des voix qui appellent à la réduction de la population mondiale. Il s'agit là encore de grandes fondations privées. Autrefois, elles invoquaient le manque de ressources. Aujourd'hui, elles mettent en avant le changement climatique. Dans les années 1950 et 1960, c'étaient les fondations Ford et Rockefeller qui donnaient l'ordre de marche dans le monde. À présent, et je le déplore, c'est la fondation Gates qui dicte sa loi en matière de promotion de la santé parce qu'elle a de l'argent. À l'époque, des gouvernements du monde entier appelaient à combattre la croissance démographique et demandaient aux Nations Unies d'instaurer des programmes d'urgence. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, les gens affirment qu'il faut mettre en place des programmes d'urgence pour lutter contre le réchauffement climatique. La Banque mondiale et le FNUAP continuent à injecter des millions dans le planning familial, notamment en Afrique. Pour les entreprises de technologie médicale comme General Electric, la vente d'échographes sur ce continent est une activité très lucrative. Comme en Chine, en Inde et en Corée du Sud, dans la plupart des pays africains, on préfère avoir un fils.